Le Centre d'art actif Le Sur, dont l'un des objectifs est la transmission du savoir-faire et de l'héritage culturel, édite une série d'entretiens entre Claude Le Sur et Philippe de Regel. Nous parlerons des différences de la peinture, des deux techniques et des deux conceptions différentes. Il y a bien sûr les aplats qui sont depuis toujours sur les enseignes, les affiches, dans toutes les décorations, le théâtre, et surtout les affiches, c'est-à-dire que c'est pas d'ombre portée, pas de passage, et en général des couleurs mises à plat, et pour les décors de théâtre avec de la colle. Donc c'est pas du tout, comme exemple vous avez Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec qui non seulement quand il a fait ses affiches du Moulin Rouge, a gardé cette technique après quand il a fait des œuvres. C'est-à-dire c'est toujours souligné de noir. Rouault, bien qu'il ait une patte très importante et une autre manière de peindre, soulignait toujours de noir. Mais lui c'était plus comme les vitraux. En fait c'est toujours la même chose, c'est isoler une couleur par rapport à une autre. Cette manière-là, Matisse l'avait aussi. Il a toujours cerné ses grands odalisques de noir, mais il soulignait en même temps, de la même manière, les fonds. C'est-à-dire que les fonds ont toujours chez Matisse la même importance que le personnage principal. Et ces traits noirs, pour lui, c'était des arabesques et un rythme musical. C'était donc une manière de faire, un peu comme les affiches, mais il a adapté à son propre tempérament. Ce qui lui permettait de mettre un rose très soutenu à côté d'un orange qui, sans passage, aurait juré, tandis que là, souligné noir, elle tenait. C'est ce que Bonnard disait, quand une couleur n'est pas à sa place, il suffit de la souligner noire et de l'isoler, et elle tient dans le tableau. On reparlera de Bonnard tout à l'heure. On parlera de Bonnard tout à l'heure. Et l'autre technique, qui est une autre conception, qui date de toujours, vous avez les Vénitiens, les impressionnistes, c'est-à-dire, on pourrait dire, le culte de la lumière et le culte de la couleur. C'est fait tout à fait différemment. C'est fait différemment, c'est peint. Les Vénitiens sont la meilleure, la plus grande illustration. Bonnard, Delacroix et Claude Lorrain. Ils travaillent par glacis et par juxtaposition de couleurs, ce qui fait que la couleur en dessous joue sur celle qui est au-dessus, avec plus ou moins de transparence. Ce qui donne ce que les musiciens appellent le vibrato, c'est-à-dire la vibration de la lumière et même cette sorte d'émotion. Et ça n'est possible qu'avec la peinture à l'huile et les glacis, ça donne aussi des effets d'opalisation et on pourrait même dire une sensualité qui n'est pas dans les autres techniques, qui par conséquent est une autre conception de la peinture, une autre, je dirais presque une autre manière d'être. Une peinture à l'huile qui est une école de la patience en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et on ne peut pas mettre un glacis sur une couche en dessous qui n'est pas sèche. Vous faites alors là une bouillasse effroyable et c'est impossible, il faut attendre que ce soit bien sec et puis le faire avec une grande subtilité. Regardez dans l'œuvre de Bonnard, oui. C'est une toile qui est en accord de jaune et de bleu. Et toute la composition est quand même assise par un violet, une laque de Garance qui est là. Or une laque de Garance, c'est pas une couleur morte si vous voulez, c'est d'abord très transparent puisqu'il y a le mot laque, ce qui lui a permis en la mélangeant d'arriver à ces mauves. Il n'y a donc pas de rupture de ton. Et c'est ce qui assied la composition. Il n'y a pas de perspective parce que le nu est vu d'en haut, mais il donne le sentiment quand même d'ouverture vers l'infini avec ce bleu. Ce bleu qui descend carrément de la fenêtre dans l'eau. Ça donne une autre dimension. De même, vous voyez le jaune qui est là, pour faire cet effet solaire, il n'a pas arrêté au bord de la baignoire, il a fait descendre jusqu'au personnage, et on le voit ici, par touche, si vous voulez. Des rappels. Des rappels, c'est le mot exact. Donc vous voyez en diagonale, presque toujours les peintres font en diagonale un rappel. Donc ces taches de jaune dans le bleu, vous les retrouvez là. Alors l'art des passages dont je vous parlais, les hachures, vous voyez, elles sont là. Et c'est toujours, la plupart du temps, dans le ton complémentaire rompu, que les peintres ont toujours appelé un ton rompu. C'est-à-dire, vous prenez la couleur pure
et vous la mélangez à du blanc et à la complémentaire. Si vous faites un jaune, vous faites un ton rompu avec du bleu, qui est la Vous aviez expliqué complémentaire. avant de mettre du vert, on mettait du rouge dessous. c'est ça Voilà, que vous aviez expliqué. exactement, on met les complémentaires. Et vous voyez, pour que le blanc de la baignoire ne soit pas isolé, en fait c'est une scène simple et intimiste, et là, mis ça, ce rappel de blanc qui rappelle le triangle de là, suffit à donner une sorte de décalage, de rupture. Donc ça permet à la toile d'être, entre guillemets, quelque chose de plus étrange, si vous voulez. Ça enlève le côté scène, intimiste, banal. Il ne peignait pas sur châssis, il clouait la toile sur le mur. Et ensuite, c'est ce qui donne cette sorte de décalage souvent dans ces compositions, parce qu'ensuite il découpait. D'accord. Il découpait les morceaux qui lui plaisaient ou il enlevait un morceau qui lui plaisait pas, ce qui fait que ça donne quelque chose qui est étrange Tout à fait. dans la composition. On voit ces fenêtres avec un bout de Voilà, chien. avec un chien. ouais. Et donc c'est du coup moins intimiste que ça là l'air. Mais alors pour nos contemporains, ils ont oublié ce genre de technique, et d'ailleurs entre nous, ils ne savent plus peindre du tout. Ils font n'importe quoi, n'importe comment. L'art brut, les installations, c'est démodé avant même d'avoir existé. Et bon, au nom de l'inconscient, ils ont tous voulu peindre le fond de leur âme, mais si on voit par exemple quelqu'un comme Jérôme Bosch, il peint des scènes horribles, mais avec des accords de couleurs, rose et vert, délicieux. Donc le contraste est encore plus saisissant. Si on voit par exemple Pollock qui jetait sur un support des seaux entiers de peinture. Bon, tous les ont imités après, mais ça n'était valable pour Pollock parce que c'était une sorte de langage, un peu comme le langage des ivrognes, dans les tirades de Shakespeare. C'est-à-dire, ils en disent beaucoup, et de temps en temps, paf, ils font mouche. Mais c'est pur hasard, hein, c'est vraiment pur hasard. Ce qui était pour Hartung un cri est devenu pour les autres un mode d'expression banal. Et vous en voyez des kilomètres sur tous les salons. Regardez comment c'est fait, vous voyez, hein, ce sont des lignes brisées. Là, vous avez une ligne brisée en ocre orange, et là vous avez des masses sombres enchevêtrées, mais avec à chaque fois comme un léger point, mais toutes les lignes sont brisées, et pas n'importe comment, vous voyez, cette ligne-là, elle suit en somme celle qui est orange en dessous, mais en noir, vous voyez, elle se juxtapose. Avec d'ailleurs de légères courbes. Quand même. Voilà, très légère. Et puis la tonalité, c'est beaucoup plus clair ici que là. Et là, les lignes sont plus légères. Elles sont comme des bras tendus. Ce qui est un cri pour Hartung a été banalisé par des centaines de peintres. Maintenant, si on veut étudier plus à fond l'art des juxtapositions et des glacis, il faut se pencher sur Claude Lorrain et sur Delacroix. Ils ne sont pas de la même époque, mais ils ont le même sens de la lumière et de la couleur. Or, le sens de la couleur n'est pas si fréquemment répandu. Un œil de peintre, c'est comme une oreille de musicien, capable de sentir certains accords, et d'autres ni ne les voient ni ne les sentent, aussi bien parmi les peintres que parmi les amateurs. Or, l'intérêt de Claude Lorrain, vous voyez, dans cette composition, c'est justement, il y a des juxtapositions de couleurs. Mais dans une composition classique, il a quand même pris le parti inverse. Les peintres de son époque faisaient les personnages principaux au premier plan, bien éclairés. Puis on allait vers le fond plus sombre, avec quelquefois une échappée vers un ciel, etc. Tandis que là, c'est l'inverse. Il a mis les personnages à contre-jour, et le personnage principal, c'est le soleil, c'est la lumière. Et c'est en V, enfin en pyramide renversée. Donc la partie la plus large et plus éclairée est là, et va mourant jusqu'ici, même jusque-là, jusqu'à la base du tableau. Et le jaune et le soleil, donc, et le personnage principal, il est dans tout le fond. Il est en dessous des roses, il est partout. Donc on peut dire que le personnage c'est le soleil, et les Voilà. personnages en quelque sorte sont là pour donner le contraste et les faire Exactement. ressortir. Voilà. Et d'ailleurs, ils sont comme sculptés par l'ombre, justement pour faire un contraste
Par exemple, les bateaux, cette architecture-là est traitée comme les nuages, c'est-à-dire en rose. Et se fondent et ça donne un air absolument irréel. Ce bateau, ce serait presque un bateau fantôme, c'est une ombre de bateau. Il est traité en glacis, en rose, sur le jaune. Donc c'est ce qui permet une grande unité. Donc on retrouve la technique du passage qui est peut-être un petit peu Voilà. différente de celle Et de la de technique Bonnard, du ou- passage, pareil. Pareil, C'est la la même. même dans tous les siècles de ceux qui ont une certaine art de peindre. Et on retrouve aussi les rappels. Vous voyez le personnage du premier plan Oui. qui a un manteau rouge, c'est le même rouge que vous voyez dilué avec un glacis pour faire les nuages et les architectures. Et le bleu des vagues et de la mer serait isolé. Seulement, il y a un personnage là, un vêtement de femme qui est bleu. C'est ce que l'on appelle les rappels. C'est vrai que en l'œil ne peinture. s'arrête nulle part, cette peinture. C'est une des toiles les plus somptueuses qui soit. Un autre qui est un coloriste absolument époustouflant, c'est Delacroix. Lui se disait lui-même classique. Et il avait raison, parce que c'est construit comme un tableau classique. Et donc vous avez là Sardanapale, qui est en haut, et le tableau a été exposé en 1827 au Salon. Toujours chez Delacroix, il y avait un point de départ littéraire, presque toujours. Là, c'est un poème de Byron. Alors, quand les critiques de l'époque ont dit mais qu'il était une sorte d'illustrateur, qu'il avait toujours besoin d'un support littéraire. Et il a répondu, mais non, pas du tout. J'achève de dire ce qu'ils n'ont pas dit. Or, ce qu'ils n'ont peut-être pas dit dans le poème, c'est la distance que prend Sardanapale. Le roi est vaincu, donc il se donne la mort, il renonce au pouvoir, et il renonce aussi au bien de ce monde. Au premier plan, il y a les épées, des bijoux, il renonce aux voluptés, les nus sont aussi bien traités que chez Rubens, c'est somptueux. Et là aussi, il y a non seulement l'art des passages, mais un art des couleurs et de la composition. Dans son journal du 11 octobre, il dit qu'il avait mis un luisant de jaune de Naples et il avait vu devenir la chair tout d'un coup lumineuse. Voilà. Donc vous voyez, là, il a tout bâti sur le jaune de Naples. Il est en dessous de la robe de Sardanapale, en dessous de là. Mais là, il est recouvert de blanc. Là, il est recouvert de vermillon. Et ça donne une luminosité et une unité. Donc, vous voyez la tête de l'éléphant, et elle est tout à fait jaune de Naples. Et pour que la composition ne soit pas ennuyeuse et soit dramatique, puisque c'est finalement très classique comme forme, mais c'est romantique. Là, pour faire la partie du drame, il y a ce bras qui vient là. Sans ce bras, l'image serait moins forte. Le bras avec la tête de cheval. Le bras ici, avec la tête de cheval. Et vous voyez, l'angoisse de la mort n'est pas dans le visage de Sardanapale, puisque lui a pris une distance. Il est dans l'œil du cheval. L'angoisse qu'on a tous de mourir, il est là, dans l'œil du cheval. Le tableau qui est là est très différent de l'esquisse qui est au Louvre. L'esquisse qui est au Louvre est sépia, en plumes et encre. Et dans l'esquisse, c'est beaucoup plus touffu, c'est plus tourmenté. Et le visage de Sardanapale est plus farouche. C'est un guerrier farouche, tandis que là, il a pris un certain stoïcisme. Il avait une technique qu'il avait forgée pour lui-même. Et en même temps, il avait beaucoup étudié tous les classiques. Les critiques de l'époque disaient qu'il était l'élève de Tintoret. Mais en même temps, il reste tout à fait de son époque. C'est-à-dire, on ne peut pas dire autre chose, c'est un classique avec une âme romantique. C'est un des peintres les plus extraordinaires qui soit. Pour l'orchestration, tout est juste et tout est à sa place. Si on ne regarde pas le tableau de face, mais un peu de biais, on voit les juxtapositions, on voit affleurer la couleur qui est en dessous.